Très bien, bon, ben, on va retrouver pour la toute dernière partie de cette soirée, de cette nuit des chercheurs, des étudiants, des fidèles de notre chaîne, de notre web TV universitaire, des étudiants qui animent régulièrement la CAHUT. Ce soir, ils sont deux. Avec nous, on a absolument voulu, après c'est eux qui décident, mais on les a vraiment sollicités et on y tenait parce que pour nous, c'est pas parce qu'on est dans un événement de la recherche que les étudiants n'y ont pas leur place. Au contraire, on essaie d'associer un maximum les étudiants à nos événements et ils les enrichissent à chaque fois. On l'a vu aujourd'hui, on a eu un public avec pas mal d'étudiants qui étaient présents, qui ont participé à ce qu'on a fait, qui se sont intéressés, qui posent des questions, qui permettent de faire le lien avec le grand public. Donc on y tient absolument, on est vraiment ravis de les accueillir. Et pour finir cette nuit, ils nous ont préparé une petite approche, des petites notions historiques autour du rapport entre l'homme et la nuit. Donc je leur laisse la place et on va finir là-dessus. Je vais vous enlever quelques choses. Du coup, merci beaucoup pour cette petite introduction. Donc bonsoir aux dernières personnes sur le chat. Donc peut-être pour se présenter rapidement, on est deux membres du bureau de l'asso Histoire de la fac. Donc moi je suis Dom Servière, je suis étudiant en double master fiction et master histoire à l'université de Nîmes. Moi je suis Manon Giberg et je suis étudiante en deuxième année de licence d'histoire. Donc du coup ce soir, les membres de l'association étaient pour beaucoup pas disponibles. On pense à eux. Je sais qu'il y en a qui vont pas bien, donc grosse force à vous. On vous envoie les dernières forces qui nous restent. Et du coup, on va vous parler rapidement de quelques rapports dans l'histoire entre l'homme, la nuit, les étoiles. Comment est-ce qu'on appréhende tout ça dans le temps? Et du coup, voilà, on espère que ça va vous plaire pour vous accompagner. Si vous voulez commencer à vous endormir, c'est le moment, n'hésitez pas. On est là pour vous parler de pourquoi vous pouvez dormir tranquillement. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne ma chronique, je vais parler des rapports avec la divination, l'astrologie et aussi les liens avec l'astronomie qu'il y a eu dans l'histoire. Il faut savoir que l'astrologie a longtemps été considérée comme une science et que ça fait partie d'une grande partie de la culture européenne, mais pas que. Aussi en Inde. Les hommes, ont toujours observé le ciel, ils se sont toujours posé des questions et ont toujours penser qu'il y avait des messages cachés dans les étoiles. Quelques petites définitions peut-être pour commencer. Alors, l'astrologie, c'est une croyance, une pratique fondée sur l'interprétation des symboliques dans la configuration du ciel et des astres pour déterminer et l'avenir mais aussi les caractères des hommes. En ce qui concerne l'astronomie, c'est une science de l'observation des positions des astres, de leur structure et de leur évolution. Et aussi, en ce qui concerne les superstitions, c'est des croyances à des forces occultes et surnaturelles, du coup. Donc, ce rapport avec les étoiles commence d'abord par un besoin d'établir un calendrier, surtout agricole. Par exemple, pour les calendriers égyptiens qui étaient liés aux crues du Nil, ils ont eu la remarque que l'étoile Sirius, quand elle faisait son apparition matinale, c'était la symbolique, le moment où les crues allaient commencer. Donc là, ça fait partie de l'astrologie naturelle, dont on va reparler plus en détail après. Donc on s'appuie sur l'astronomie pour effectuer des points de repère qui sont au départ pas fixes pour déterminer les saisons au fil du temps. Par exemple, on a des équinoxes basés sur deux étoiles, Aldébaran et Antares, qui sont synonymes du printemps et de l'automne. Aldébaran qui était aussi vu comme l'œil de divinités comme Horus ou Zeus.
Il faut savoir que en Mésopotamie, ils ont compté 36 constellations et que l'astrologie en Mésopotamie commence surtout à peu près vers 2500 avant Jésus-Christ et que le zodiaque en Égypte est également apparu à peu près au IIIe siècle avant notre ère. Les astres ils sont vus comme des signes adressés par les dieux qu'il faut déchiffrer. Des tables en Mésopotamie ont été inscrites pour noter la trajectoire du Soleil, de la Lune, des planètes et prévoir les éclipses. Donc chaque planète domicile a un signe particulier qui lui est attribué. Et puis vers le 6e siècle, le ciel, on utilise plus les chiffres, les calculs. Le ciel est couvert de chiffres et de nombres. Et du coup, la persuasion se fait d'autant plus forte, ce qui permet à ces sciences de perdurer dans le temps. L'astrologie en Mésopotamie est d'abord d'ordre général et politique avant qu'elle soit individuelle. Donc après, on a également le thème de la naissance, donc les horoscopes. Donc c'est des cartes du ciel précises qui sont dessinées du moment de la naissance, qui concernent les signes, les planètes, les maisons et les aspects. On les a utilisés pour l'interprétation. Et maintenant, aujourd'hui, elles sont plus précises parce qu'on a l'heure actuelle et le lieu de la naissance, donc on peut savoir exactement pour ceux qui veulent vraiment avoir toute leur charte développée. Ensuite, en Antiquité, plutôt dans la Grèce, on avait plusieurs écoles en astronomie. L'école ionienne qui considérait que la Terre était un disque circulaire flottant et que les astres tournaient autour d'elle sur des cercles de diamètres différents. Celle de Pythagore qui commençait déjà à penser plus à une Terre un peu sphérique. Par exemple aussi Platon où la Terre est plutôt fixe et que les planètes ont des mouvements circulaires autour de celle-ci. En ce qui concerne l'astronomie arabe, pour les peuples arabes et juifs, on étudie l'astrologie et l'astronomie très étroitement parce qu'elles sont indispensables pour prédire l'avenir. Donc on a des méthodes de calcul qui sont reprises de leurs prédécesseurs, mais ils ne font pas que les reprendre, ils les vérifient. Des observatoires sont construits, du coup, comme à Bagdad en 829. Et des tables de calcul sont réalisées où les mouvements des planètes sont décrits et ces tables sont réutilisées durant le Moyen-Âge. En ce qui concerne l'astronomie chinoise, c'est surtout sur les événements temporaires comme les éclipses ou les comètes. Ce sont des observations qui sont conservées dans des registres c'est avec eux qu'on compte, mais pas que, parmi les premières cartes du ciel qui sont tracées, où on y voit les étoiles et les constellations, qui ne sont pas les mêmes souvent que les nôtres, et les mouvements des planètes. Dans le monde médiéval, mais même dès l'Antiquité, on a des almanachs qui sont réalisés pour comprendre, pour avoir des renseignements astronomiques, météorologiques et plutôt scientifiques, mais aussi les phases de la Lune et les fêtes. Ces sciences, elles ont une place centrale à l'époque dans le monde médiéval, que ce soit pour l'agriculture ou même pour la médecine. Alors, en agriculture, on revient sur l'astrologie naturelle qui se focalise plus sur les corps humains, le temps, la météo, d'où la nécessité de savoir à quel moment il est mieux de cultiver telle plante. On a aussi l'astronomie judiciaire,
qui est sur la vie et plutôt les aspects politiques. Et l'astrologie utilisée en médecine, qui est d'abord vue comme un médecin doit maîtriser ces sciences. Elles sont très liées à la pratique. Alors d'abord pour déterminer la durée du mal, savoir quelle zone du corps il faut pour pratiquer la saignée. Et on se base sur la lune pour ça. Bon, au XIIIe siècle, il y a une répression de ces sciences par l'Église, surtout liée aux édits de l'Inquisition, mais il y a un retour de l'astrologie judiciaire durant le règne de Catherine de Médicis pour des fins politiques, notamment en France, et on voit aussi en Angleterre des traductions de traités d'astrologie française. Mais l'astrologie, elle s'éloigne au fur et à mesure de l'astronomie, parce que l'astronomie dérive complètement des pratiques anciennes. Et l'astrologie est de plus en plus considérée comme une superstition, jusqu'à ne plus être considérée comme une science. Ensuite, on peut voir que l'astrologie quand même reste une grande partie de notre quotidien avec les horoscopes, la presse, mais aussi dans d'autres formes de divination, comme le tarot qui est influencé par l'iconographie de l'Église, notamment le tarot de Marseille, mais aussi sur les thèmes du ciel avec dans les arcanas majeurs par exemple la carte de l'étoile, du soleil, de la lune, mais aussi de la force qui est celle du signe du lion, et d'autres cartes des arcanas majeurs qui se rapportent à un signe astrologique. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat peut-être pour Manon. On a pas mal de commentaires aussi sur la Voie lactée. Stéphane qui nous dit que du coup la référence à un disque, la Voie lactée est à cette forme-là, donc c'est pas... On retrouve quand même ces idées-là, et ensuite voilà, des remarques, mais pas vraiment de questions, donc vous pouvez continuer. Merci beaucoup pour ta chronique, en tout cas, c'était chouette. Moi, je me suis dit, ça va être la dernière chronique avant qu'on aille se coucher, et ce qu'on aime bien faire avant d'aller se coucher, c'est entendre une histoire. Du coup, je me suis dit que j'allais regarder des histoires, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la nuit, en général, c'est un peu quelque chose qui va de soi pour nous. Je veux dire, là, il est 2h26 du matin, on est dans une salle éclairée, on est en train de parler à des gens sur Twitch, c'est un petit peu, voilà, la nuit aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a plus ou moins apprivoisé, quelque chose qu'on connaît. Alors il y a toujours des angoisses liées au noir, la nuit, voilà, minuit c'est toujours l'heure du crime, mais globalement c'est très difficile aujourd'hui de se mettre dans l'état d'esprit d'une personne qui vit dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, et qui elle, pour qui la nuit en fait c'était quelque chose d'absolument terrifiant, quelque chose de très marquant. Et du coup, je suis allé chercher un petit peu dans les mythes plus anciens ou dans des civilisations différentes, comment est-ce qu'on représentait la nuit. Alors, évidemment, je me suis penché sur les plus grandes mythologies, et je me suis dit que j'allais regarder un petit peu quelques figures, quelque chose, pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Et déjà, la première chose qui m'a étonné, c'est que dans les mythologies que j'ai pu dépouiller un petit peu, j'ai trouvé qu'une seule figure masculine qui est liée à la nuit. Tout le temps, c'est des figures féminines. Alors après, c'est un peu classique, hein, le soleil est plus associé à l'homme, la lune à la femme dans beaucoup de civilisations. Mais du coup, on a quelques figures comme ça qui nous aident un peu à se mettre dans cet état d'esprit-là. La première, j'ai choisi celle-là en premier parce que le nom est super chiant à prononcer, c'est Tezcatlipoca, qui est le dieu aztèque de la nuit. Donc on sait que la civilisation aztèque, c'est une civilisation qui culturellement a été très différente des civilisations occidentales qu'on a plus l'habitude de connaître et d'étudier. C'est une divinité liée à la nuit, donc c'est un personnage très grand, immense, entièrement drapé de noir, sauf des bandes jaunes sur ses joues, parce que c'est un personnage qui est associé à la panthère, au puma. Et cette figure-là, c'est la figure la plus crainte par les Aztèques à l'époque, c'est-à-dire que c'est un mec, il arrive le soir, il recouvre tout d'un voile sombre et très très inquiétant, et il se balade sur les chemins, le dieu, voilà, il aime bien. Des fois, il a des armes dans la main, des fois, il a sa tête dans la main, parce que ça fait peur aux gens. Et il agresse des gens dans la rue. Il va les frapper de peur, de mort, de cauchemar, de maladie.
il agresse les gens, et tous les soirs, les Aztèques s'inquiètent du fait que le jour ne se relève jamais. C'est parce qu'on a un dieu qui est super violent, très très agressif, très méchant, très nocif. La nuit, dans leur culture, c'est vraiment dramatique, à tel point que, selon les moments, la nuit, pour faire revenir le jour, on fait des sacrifices. Dans la culture aztèque, on fait des sacrifices humains, ou on fait des auto-sacrifices, c'est-à-dire qu'on s'inflige une douleur corporelle plus ou moins élevée pour que la nuit revienne. Ça, c'est le meilleur exemple, je pense, pour se rendre compte d'à quel point la nuit a pu être, pendant des centaines, pendant des millénaires, en fait, a pu être quelque chose de traumatique pour les humains. Donc ça, c'est dans les cultures sud-américaines. Mais dans nos cultures européennes, les mythologies qu'on connaît un peu plus, on a différentes formes de représentation de la nuit, certaines qui sont plus poétiques, plus positives, mais qui globalement restent un endroit sombre, un petit peu mystérieux, un petit peu gênant. On a la déesse, peut-être que vous connaissez, Nout, la déesse de la nuit dans la mythologie égyptienne, qui elle est une femme qui s'arque dans le ciel quand la nuit est tombée. Et en fait, c'est assez particulier, c'est-à-dire que le dieu du soleil, qu'on appelle souvent Ra, mais qui a plusieurs formes, qui est pris Ré-Atum notamment, donc c'est un dieu qui se lève le matin, qui change de forme dans la journée, et le soir, il rentre dans la bouche de Nout, le jour rentre dans la nuit, il va traverser le corps de la nuit, accompagné des étoiles faites par les âmes des défunts qui sont morts ce jour-là. Donc il accompagne les défunts jusqu'au royaume de la vraie vie, au royaume des morts, et il renaît le matin, littéralement, c'est une naissance. La nuit accouche du jour tous les matins, et le jour se lève à nouveau. Donc dans la culture égyptienne, le jour c'est un renouveau, la nuit c'est une période de transition en fait. Donc pendant la nuit, il faut un peu éviter de sortir. C'est une période, la nuit c'est compliqué, c'est là où il y a les voleurs, c'est là où il y a les crimes, où il y a des animaux qui peuvent revenir, c'est l'endroit où on ne voit rien. Et pendant la nuit, dans la culture égyptienne, on a un combat en fait toutes les nuits entre des divinités majeures et le chaos. Un serpent géant qui s'appelle Apophis, qui représente le chaos, qui vient toutes les nuits tenter de prendre le contrôle de la Terre pour que le jour ne se lève jamais. Alors cette notion du jour qui se relève jamais, c'est une notion qui revient dans plusieurs mythologies. C'est un petit peu le ciel qui tombe sur la tête des Gaulois, c'est-à-dire que c'est la chose qui les terrifie absolument. Et du coup, on a des images qui sont très néfastes, très négatives. La nuit, c'est des serpents, la nuit, c'est la créature qui fait le plus peur, c'est des hommes méchants, c'est des gens qui veulent nous tuer. En tout cas, ça c'est pour ces deux mythologies-là. Dans les mythologies amazoniennes, on a la nuit, c'est plus ou moins la boîte de Pandore de l'humanité. C'est-à-dire que dans ces mythologies-là, donc aujourd'hui c'est un peu difficile de les étudier parce que c'est des cultures qui n'ont pas forcément l'écriture, mais on le connaît grâce à des traditions orales qui sont notamment transmises au Brésil. La nuit, en fait, à la base, c'est les travailleurs, ils travaillaient tout le temps, et au bout d'un moment, ils étaient très fatigués, donc ils ont demandé aux dieux, ils ont envoyé la fille d'un demi-dieu pour demander aux dieux, est-ce qu'on pourrait avoir un truc où à un moment on peut se reposer? Parce que franchement, là, ça devient compliqué, on est fatigué, on travaille littéralement 24 heures sur 24. Et les dieux se sont dit quand même qu'il faudrait qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à faire des sacrifices, et ils ont donné à cette fille une noix de coco. Ou un fruit, ça dépend des versions, on va dire une noix de coco. Et ils lui ont dit, voilà, dans cette noix de coco, il y a la nuit. Les gens peuvent l'ouvrir, mais que quand tu es là. Si tu n'es pas là, ils ne peuvent pas l'ouvrir, sinon ils seront punis. Voilà. L'équivalent d'une boîte de Pandore, en fait, les hommes, eux, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont reçu ça. Par curiosité, entendant des bruits bizarres dans la noix de coco, ils l'ont ouvert, ils ont alors réveillé la nuit, et tous les animaux de la forêt amazonienne sortent de ces noix de coco, et c'est là que la forêt amazonienne devient un lieu hostile pour l'humain. Donc encore une fois, la nuit, c'est l'hostilité. C'est là que les menaces sortent, que les menaces naissent, ici les animaux et les plantes vénéneuses de la forêt amazonienne. Mais bon, rassurez-vous, la fille de ce demi-dieu s'est dit, bon, quand même, c'est pas cool pour les gens. Elle a brossé ses cheveux et elle a fait naître un oiseau gris qui annonce la nuit tous les soirs et un oiseau multicolore qui vient annoncer le jour. Donc du coup, on a beaucoup de métaphores comme ça, des petites références à des animaux généralement, c'est assez sympa. Donc là, c'est des petits oiseaux, il n'y a pas de gros serpents méchants, mais sachez que tous les animaux qui peuvent vous tuer dans la forêt amazonienne viennent d'une noix de coco, viennent de la nuit. Donc du coup, tout ça, c'est associé à la nuit. Alors pour les grandes cultures qui sont plus proches que nous, qu'on connaît bien, on a la culture nordique, généralement, qui est de plus en plus populaire grâce à la série Viking, grâce au dernier God of War, ce genre de choses. Donc dans la culture nordique, la déesse de la nuit, c'est Noth. Vous remarquerez que dans les mythologies européennes, on a Nout, Noth, Nyx, généralement en français on les appelle nuit. Ici j'utilise les noms originaux pour faire la distinction. Donc on a Noth qui est la nuit et son fils c'est le jour. Parce que chez les Nordiques, ça c'est assez intéressant,
le jour ne vient pas en premier. C'est la nuit qui vient en premier et le jour qui vient après la nuit. C'est pour ça que dans les calendriers nordiques de l'époque, et ça il y a beaucoup d'auteurs qui s'en sont étonnés, eh ben, on ne compte pas le nouveau jour, on ne compte pas en jour, on compte en nuit. Donc voilà. Dans cette mythologie-là, en fait, c'est une mère et son fils qui ont été placés autour de la Terre sur des chevaux par Odin. Et Odin leur a dit, vous allez galoper. Voilà, clairement, vous allez galoper, vous allez vous courir après. Et du coup, les chevaux sont des représentations. Donc la nuit, quand elle court avec son cheval transpire, il a de la buée qui lui sort des naseaux, et c'est ça qui forme la rosée le matin quand on se réveille. Donc c'est en fait de la mort de cheval, ou de la sueur. Et son fils, lui, son cheval a une crinière absolument magnifique, une grande crinière, qui forme l'aurore le matin quand on se lève. Donc tout ça, on voit les représentations, qui celles-ci, je trouve, sont un peu plus poétiques, un petit peu moins inquiétantes. On sent qu'il y a vraiment une idée de rassurer les gens, principalement parce que la nuit, pour les Nordiques, dans leur mythologie, c'est le moment où on voit les étoiles, et les étoiles, c'est les âmes des guerriers qui ont rejoint le ciel. Donc du coup, la nuit, c'est un peu plus positif, parce que c'est aussi un moment de recueillement. Et ça, c'est important. Alors après, on pourrait passer sur plein de mythologies de l'époque. On pourrait parler par exemple de Zongbeto, qui est dans la culture vaudou le protecteur de la nuit. C'est-à-dire que c'est une personne qui se balade la nuit et qui va châtier les gens qui agissent mal la nuit pour protéger les individus. D'ailleurs, c'est une figure qui aujourd'hui est beaucoup reprise dans les îles caribéennes, dans l'Amérique centrale et un petit peu dans l'Amérique du Sud, comme une figure maintenant de protection de l'environnement. Donc il y a de plus en plus de cette figure qui ressort. On pourrait noter plein de petites figures mythologiques, mais nous, ce qui nous parle le plus à Nîmes, c'est les mythologies grecques et romaines qui sont assez proches à ce sujet-là. Et dans la mythologie grecque, la déesse de la nuit, c'est Nyx. Alors Nyx, vous voyez peut-être des représentations, on en a pas mal, notamment s'il y en a parmi vous qui ont joué au jeu Hades, Nyx, elle y joue un rôle important. Allez, voilà. Nyx y joue un rôle important. Alors Nyx, c'est l'une des plus anciennes, enfin c'est la plus ancienne déesse, c'est l'une des premières entités à sortir du chaos primitif. Alors le chaos, c'est un truc un petit peu abstrait, mais les premiers dieux sortent du chaos, et parmi ces deux premiers dieux, on a la nuit. Alors il y a plein de personnages que vous connaissez qui sont issus de la nuit, qui sont des enfants de la nuit, soit qu'elle a eu avec d'autres gens, soit qu'elle a eu toute seule, parce que ça se fait dans la mythologie grecque. On pourrait citer notamment la déesse de la discorde, Eris, qui lance la guerre de Troie. On pourrait citer plein de créatures, les Néréides, on pourrait citer la famine, la mort, le sommeil, ce genre de choses. On peut avoir Thanatos, on peut avoir Hypnos, le sommeil profond. Et cette déesse, en fait, elle a une autre fille, qui est la déesse du jour. On est un peu sur la même mécanique que dans la mythologie nordique, où là, en fait, elles habitent dans un espèce de monde inaccessible à n'importe qui d'autre qu'elle, qui s'appelle l'inframonde. Donc c'est sous notre monde à nous. Et en fait, le matin, Nyx sort avec son voile de nuit et met cette espèce de voile oppressant sur toute la Terre. Et puis, au bout de quelques heures, c'est sa fille qui revient, qui prend le relais. Et du coup, elles ne se croisent jamais. La nuit et le jour, c'est vraiment deux entités distinctes qui ne se croisent pas, mais qui apparaissent. Alors peut-être que vous avez plus en tête, quand on parle de la mythologie romaine grecque, les figures de Apollon, de Diane, de Artémis, selon la culture, qui sont associées à la lune et au soleil. Alors des fois, c'est un petit peu exagéré, ils ne sont pas associés à la lune et au soleil partout, mais la nuit et le jour, c'est réellement Nyx et sa fille. Et dans la mythologie romaine, on a tout ça. Alors après, là je parle surtout de mythologie, mais la nuit, c'est l'endroit des mythes, c'est l'endroit des légendes urbaines. La nuit, c'est là qu'apparaissent les lycanthropes qui, les loups-garous aujourd'hui, on les appelle plutôt comme ça, mais qui sont mentionnés depuis l'Antiquité. Les premières références à des lycanthropes, si je ne me trompe pas, elles remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ. On a les vampires qui, eux, sont plus apparus sur la fin de l'époque médiévale, début de l'époque antique. On a toutes ces créatures qui, aujourd'hui, peuplent nos imaginaires horrifiques. Et la preuve que la nuit est toujours quand même dans l'inconscient collectif humain, dans nos instincts, en fait, et toujours un moment particulier, c'est que la nuit, nos sens ne sont pas les mêmes, beaucoup de mécaniques de l'horreur jouent sur le noir, sur la nuit, sur cette espèce de claustrophobie qu'on a qui se développe, et aujourd'hui encore, les légendes urbaines naissent la nuit, et comme on dit, rien de bon n'arrive jamais après 2h du matin, donc du coup il faut se méfier, peut-être que ces chroniques-là en font partie, je ne sais pas, en tout cas voilà. Donc la nuit, c'est une figure mythologique absolument fascinante. J'ai juste effleuré la surface, il y aurait tellement plus à dire, mais je ne veux pas non plus vous retenir trop longtemps. Alors pour conclure rapidement, je vous dirais que voilà, méfiez-vous de la nuit et vous renseignez-vous dessus. Et je pense qu'on n'a pas assez conscience de la chance qu'on a d'avoir apprivoisé la nuit
d'avoir du temps disponible pour nous, de pouvoir travailler la nuit sur nos ordinateurs, de pouvoir sortir après 2 heures du matin sans une torche à la main. Dans beaucoup de villes médiévales, la torche était obligatoire la nuit, parce que sinon, c'est qu'on n'est pas là pour faire les bonnes choses. Donc du coup, voilà, profitez bien de la nuit. Alors faites des lives, travaillez, faites ce que vous voulez, dormez, le sommeil c'est important. Et pour conclure ma chronique, je vais vous inviter à sombrer dans les bras de l'un des enfants de Nyx, l'un des enfants de la nuit qu'on connaît très bien, c'est Morphée, l'un des lieux du sommeil léger, et puis ensuite on atteindra avec nous le sommeil profond. Et voilà pour ma chronique. Donc du coup, voilà. Ouais, je sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Il y avait Stelcy qui nous dit la nuit est terrifiante et tu as déjà, enfin vous avez tous les deux en partie répondu. Peut-on dire que la nuit à travers l'histoire a toujours été un moment de terreur pour l'homme? Je pense qu'hormis quelques exceptions, c'est quand même plutôt le cas de ce que j'ai retenu. Et ensuite, ça a discuté beaucoup de culture locale, des félicitations pour votre cahute. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On va du coup se laisser là. On va conclure. Je pense qu'on peut dire au nom de tout le monde merci aux gens d'être restés, d'avoir regardé. Parce que franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde à cette heure-ci. Oui, c'est ça. On n'est pas descendu très très bas en fait en termes de chiffres. Les gens sont restés fidèles et on les remercie.